Bonjour à toutes et à tous. En tant que professeur de FLE et co-auteur du projet Défi, c'est avec grand plaisir que je suis aujourd'hui avec vous pour vous présenter la première partie de notre webinaire que nous avons intitulé Un atout pour optimiser l'enseignement du FLE au Portugal, une approche de la classe inversée. Alors, avant même d'entrer dans le vif du sujet, il me semble essentiel de vous expliquer le choix de ce thème. Oui, pourquoi parler de la classe inversée? Ou alors, je pourrais poser la question autrement. Pourquoi ne pas parler de la classe inversée? Si en fait, on nous demande depuis plusieurs mois de repenser les scénarios d'apprentissage de nos élèves. Moi, personnellement, et certainement vous aussi, en tant que professeur de FLE au Portugal, vous avez déjà senti à plusieurs reprises le besoin d'ajuster vos pratiques de cours, justement au profil de vos élèves, et ça bien avant l'arrivée du Covid, pour, par exemple, mieux répondre aux orientations du ministère de l'Éducation. C'est pour cette raison qu'on assiste à des webinaires, qu'on participe à des formations, et c'est justement lors d'une rencontre FLE internationale en 2016 que je me suis intéressée pour la première fois à la classe inversée. Et très vite, j'ai compris que cette démarche pouvait m'aider à optimiser mes cours. Alors, ce n'est pas à peine mon opinion, c'est aussi l'opinion de ma collègue Mathilde Madruga, qui sera avec moi lors de notre deuxième rencontre. Elle aussi, elle s'est intéressée à la classe inversée pour des raisons très différentes des miennes, c'est vrai, et elle aura l'occasion de vous les expliquer, bien entendu, mais toutes les deux, on souhaite partager avec vous nos premiers pas dans la mise en pratique de cette démarche. Alors, sans vouloir, bien entendu, nous assumer comme des grandes expertes en la matière, parce qu'on est quand même très loin du parcours des grands adeptes de la classe inversée, comme le sont Marcel Lebrun, Cynthia Haidt ou Marie Soulier, on espère simplement que notre retour d'expérience puisse vous être franchement très utile. Alors, je vais commencer donc par vous expliquer qu'on a, comme vous avez compris, 2 moments pour ces webinaires. Pour cette première rencontre, je vais surtout vous présenter le concept de la classe inversée sans trop de théorie, je vous rassure tout de suite. L'idée, c'est surtout de démystifier la complexité de cette démarche, partager avec vous toutes les questions qu'on a commencé à avoir dès le début, les doutes qu'on a sentis et les petites solutions que nous avons trouvées donc pour pouvoir vous donner, si on peut se le permettre, quelques conseils. Lors de notre deuxième rencontre, donc Mathilde sera avec moi et ensemble, on va donc partager, montrer des activités que nous-mêmes, nous avons dynamisées dans nos cours avec nos élèves. Et à partir de ces expériences, vous expliquer quels sont pour nous les avantages de cette démarche. Commençons donc par le concept. Alors, pour vous expliquer d'une façon très simple, la classe inversée que nous, on a essayé de mettre en pratique, il vous suffit d'imaginer que les leçons de nos élèves se sont faites à la maison. Donc, le travail transmissif, le moment transmissif des contenus, son appropriation se fait en amont par l'élève seul. Après, on a un moment qui est en présentiel et ici, l'élève va donc faire des activités, des exercices qu'on lui propose. Alors, quand on propose une activité de classe inversée, justement, et je répète, quand on propose, parce qu'on ne propose pas systématiquement ni tout le temps des activités en classe inversée, et c'est très important de le préciser dès le début, le professeur, il doit au préalable faire un travail. Donc, à distance, il va devoir penser aux ressources qu'il va fournir à ses élèves. Alors, ça peut être des ressources qu'il va lui-même créer, ou pas, et pour l'instant, je n'en dis pas plus, et qu'il va donc publier sur une plateforme pour qu'elle soit disponible pour ses élèves. Alors, jusqu'à présent, si j'ose le dire, rien de très nouveau. Parce que si d'une part, on a déjà l'habitude de préparer depuis toujours nos cours, d'autre part, avec l'arrivée du Covid et cette situation pandémique, on a tous pris l'habitude, professeurs et élèves, d'utiliser une ou d'utiliser davantage une ou plusieurs plateformes, donc tout va dépendre de votre cas, bien entendu, pour justement gérer notre travail, qu'il soit à distance, en présentiel
ou même, dans certains cas, en hybride. Alors, des plateformes, il y en a plusieurs. La première qui apparaît sur la liste que je vous présente, c'est Edmodo. C'est la première plateforme que j'ai utilisée. Ce n'est pas le premier espace où j'ai publié mes ressources. D'abord, je publiais tout simplement sur mon blog, donc un espace en ligne. Seulement 2 ans plus tard, quand je me suis retrouvée pour la première fois au long de ma carrière avec 10 classes, là oui, je vous avoue que j'ai senti un besoin urgent d'utiliser une plateforme pour faciliter mon travail avec mes élèves. Alors, travailler avec des TIS pour les élèves, c'est toujours une raison pour être très enthousiaste. Mais attention, ce n'est pas toujours synonyme de facilité parce qu'il y a un temps d'adaptation qui doit exister pour nous, pour eux, et on le sait tous très bien parce que maintenant on a tous eu cette expérience de travail à distance avec nos élèves depuis mars. Ils ont certains plus la capacité que d'autres et arrivent à s'approprier plus rapidement justement de certains outils. Donc voilà, avec l'arrivée du Covid, j'ai dû m'adapter avec mes élèves à une autre plateforme, Teams, parce que comme toutes les écoles, mon établissement en a choisi une et c'est très bien parce que maintenant légalement, on est tous beaucoup plus protégés, professeurs et élèves. Et en simultané, j'ai aussi travaillé avec la plateforme Scuola Virtual de Portiditore qui, comme vous le savez, elle nous permet de créer des salles virtuelles. Elle nous permet également d'accéder à une panoplie de ressources qui justement facilitent notre travail, qu'il soit à distance ou en présentiel. Alors, il y a d'autres plateformes, bien sûr, Classroom et j'en passe. Alors maintenant qu'on a vu le travail du professeur à distance, on va voir le côté de l'élève. Alors moi, personnellement, à mes élèves, je leur demande tout simplement, et je vais tout de suite vous expliquer pourquoi je dis tout simplement, un travail de consultation, de documents, de visionnement de ressources et très important, prise de notes. Alors pourquoi tout simplement? Parce que depuis plusieurs années, je travaille avec des élèves de niveau A1 et A2. Et dans ces niveaux d'enseignement, les contenus qu'on doit enseigner, ils ne sont pas complexes. Donc, je ne sens pas le besoin de demander à mes élèves d'être pendant des heures à la maison en train d'étudier des leçons, d'apprendre par cœur des règles de grammaire ou des listes interminables de vocabulaire. Non, un simple contact est suffisant pour qu'ils puissent être capables, en cours, en présentiel, de faire l'activité que je vais leur proposer. Parce que justement, en présentiel, ils pourront toujours jeter un coup d'œil à leur cahier. Moi, je le permets tout le temps. Et même quand je ne fais pas d'activité en classe inversée. Alors, en présentiel, justement, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a tout de suite nos élèves en premier plan, disponibles pour réaliser immédiatement l'activité qu'on va proposer. Là, je m'arrête à nouveau et je précise, je ne fais jamais la correction d'une activité que j'ai proposée en amont. Pour moi, ça c'est un devoir. Ce n'est pas cette interprétation que je fais de la classe inversée. La classe inversée pour moi, c'est l'élève qui arrive en classe et qui va être dans un premier temps dans une phase où il va appliquer ce qu'il a donc apparemment acquis et que nous, justement, tous ensemble, on va vérifier si réellement ça a été acquis. Donc, cette phase de vérification, d'application, elle est essentielle, vous le savez aussi bien que moi, et elle doit exister justement avant la phase qui apparaît plus tard, qui sera toujours la phase de production, que ce soit à l'oral, que ce soit à l'écrit, que ce soit à distance, que ce soit en présentiel. Alors, pour cette phase d'application, moi, je propose toujours qu'elle se fasse à travers des moments d'échange et donc forcément des moments d'entraide. Oui, le collaboratif, il est toujours à la une. Et pourquoi? Tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile de faire quand on fait à plusieurs et ça prend moins de temps. Et aussi, ça permet plus facilement à l'élève de participer quand après, il doit présenter, par exemple, les conclusions du travail ou une réponse qu'on lui demande. Il sait très bien que ça a été fait à plusieurs. Il se sent beaucoup plus à l'aise. Il n'a pas peur de l'échec.
il sait très bien qu'il aura, si nécessaire, l'aide de ses camarades de classe. Alors, ce travail collaboratif, il est aussi très avantageux pour le professeur, surtout si vous avez des classes très nombreuses, comme c'est mon cas depuis quelques années. Alors là, quand on travaille avec des groupes, on peut plus facilement accompagner le travail de nos élèves, on peut répondre à leurs questions, on est surtout ici dans un rôle de guide. Alors, c'est le rôle que moi je considère qui est le rôle le plus important d'un professeur et pas seulement d'un professeur de FLE, d'un professeur de maths, d'un professeur de physique, chimie. Oui, un professeur, il doit être guide pour orienter et faciliter ces interactions. Alors, j'en parlais déjà en 2014 quand j'ai fait justement ma première communication lors d'une rencontre FLE nationale où je parlais des avantages du blog pour l'enseignement du français au Portugal. Alors ici, justement, c'est dans ce rôle que moi je me sens beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus capable d'aider, d'accompagner donc mes élèves et justement d'avoir une meilleure perception de leurs acquis. Je suis plus à l'écoute, j'identifie plus facilement les difficultés de mes élèves. Si possible, ou si nécessaire, je vais ajuster les prochains cours ou tout simplement, je vais leur proposer donc des activités complémentaires pour qu'ils puissent faire. Pas bien sûr tous, mais ceux qui ont le plus besoin. Et là, je vous rappelle qu'on a tous à notre disposition un cahier d'activités qui a des solutions. Et moi, je dis toujours à mes élèves qu'ils peuvent justement aller comparer ce qu'ils ont fait avec les solutions. S'il y a une différence, s'ils ne sont pas capables de comprendre cette différence, alors là, oui, je serai là pour les aider. On a aussi, comme je vous l'ai dit, la plateforme de la maison d'édition qui nous permet d'accéder à de nombreuses ressources. Donc, proposer des activités complémentaires, ça ne représente pas pour nous un surplus de travail. Mais par contre, ça nous permet d'ajuster les apprentissages au profil de chaque élève. Et là, une fois de plus, pouvoir répondre de façon plus efficace aux recommandations du ministère de l'Éducation. On est plus disponible pour les retours. Les élèves ont besoin justement de ces feedbacks, de se sentir encouragés quand ils sont en train d'apprendre cette nouvelle langue. Eux-mêmes, en groupe, ils arrivent parfaitement à avoir une meilleure perception aussi de leurs acquis quand ils sont en train de faire des exercices, quand ils sont en train de demander de l'aide. D'accord? Donc voilà, la classe inversée, en fait, c'est une démarche qui nous permet de repenser la gestion de nos cours. Et grâce à ça, on va pouvoir donc avoir un gain de temps. Et c'est là que moi, tout de suite, je me suis sentie motivée à vouloir essayer cette démarche. Parce que justement, nous, du temps, pour les cours de français, on n'en a pas beaucoup, certes. Et si je peux gagner un petit peu de temps en temps, eh bien justement, je vais pouvoir, dès le début de mon cours, mettre mon élève en action. Donc, il va tout de suite pouvoir utiliser la langue, il va pouvoir progresser, il ne sera pas tout simplement à l'écoute ou en train de faire semblant de m'écouter. Donc voilà, la classe inversée, elle nous propose a priori un scénario qui est beaucoup plus motivant pour le professeur et aussi plus motivant pour les élèves et plus propice, bien entendu, au succès des apprentissages. On préfère voir nos élèves faire que simplement les voir à l'écoute. D'accord? Donc, qu'est-ce qui peut en fait nous freiner dans cette démarche? Alors nous, au début, il y a eu deux grandes questions qui nous ont un petit peu tourmentés, si je pourrais le dire. Alors la première, elle est en rapport avec une notion dont on entend toujours parler quand on entend parler de classe inversée. On entend parler de création de capsules vidéo. Donc, soi-disant, le professeur à la maison, il va s'enregistrer en train de donner son cours où il explique un concept. Et si, comme moi, vous n'avez jamais fait de capsule vidéo, donc ce travail peut en effet être très exhaustif. Le temps de découvrir un outil, de s'approprier cet outil,
de faire des enregistrements, et même si on nous conseille 2-3 minutes, ça prend toujours du temps, et ben, ça peut représenter, oui, un surplus de travail. Mais je vous rassure, on n'a pas besoin de faire de capsules vidéo. Moi, pendant longtemps, j'en ai pas fait. Actuellement, je considère que je fais des pseudo-capsules vidéo et lors de notre deuxième rencontre, je vous montrerai des exemples et vous allez comprendre le pourquoi du pseudo. Mais on n'a pas besoin de mettre de côté cette démarche à cause des capsules vidéo. D'accord? Donc, deuxième question. La deuxième question qui nous tourmentait aussi beaucoup et qui tourmente certainement beaucoup d'entre vous, c'est le risque que nous prenons quand nous conditionnons nos cours en présentiel au travail qui doit être fait en amont par nos élèves. Donc, c'est courir peut-être le risque de condamner nos cours en présentiel à l'échec si la plupart des élèves, effectivement, ne fait pas ce travail en amont. Alors oui, c'est un risque, c'est vrai, mais justement, pour ne pas prendre ce risque, et pour mieux optimiser l'apprentissage du FLE grâce à la classe inversée, le conseil qu'on vous donne, c'est de faire une sélection adéquate des activités qui peuvent et doivent être réalisées en autonomie et à distance, et celles qui doivent être réalisées ou privilégiées en cours. Et c'est là, j'avoue que la difficulté commence, parce que ce n'est pas toujours évident pour nous de faire cette sélection. Pourquoi ? Parce que quand on assiste par exemple à des congrès, à des formations sur la classe inversée, et ben justement les merveilleuses idées qui nous sont partagées par des collègues qui sont adeptes de la classe inversée, qui travaillent par exemple au Québec, en Espagne, en France, et ben ils nous proposent des projets de classe qui sont pas forcément, c'est vrai, complexes, mais qui a priori vont nous exiger beaucoup plus d'heures de cours. Donc c'est justement cette contrainte que nous, on a et que peut-être eux, ils n'ont pas. Et c'est donc en tenant compte de notre contexte au Portugal que nous devons faire toujours la bonne sélection de l'activité que nous allons proposer. D'accord? Et je vous rappelle que le temps n'est pas notre seule contrainte. Nous, au Portugal, on n'a pas, quand on est professeur de FLE, des élèves qui sont natifs. On a un nombre excessif d'élèves par classe. Parfois, j'en ai déjà eu avec 16. Actuellement et dernièrement, je travaille avec des classes de 24, 25, 26, 27, 28 élèves. Donc, c'est tout un travail à gérer. On a un problème d'espace. Si on considère qu'on n'a pas une salle exclusivement pour nous, et donc ça peut représenter en effet un obstacle à l'aménagement de la salle en îlot, dont on entend toujours parler quand on entend parler de classe inversée. Et si on est seulement, entre guillemets, peut-être mieux dire, exclusivement professeur de FLE au Portugal, eh ben on aura un minimum de 7 classes. On pourra aller jusqu'à 8, 9, 10 et en 2020, donc il n'y a pas si longtemps que ça, une collègue nous disait lors du congrès de la PPF que justement, elle avait 12 classes. Et c'est énorme. Ça représente beaucoup de travail à gérer. Donc, très attention. Il faut être très prudent quand on choisit une activité pour la classe inversée. Et là, attention, je ne suis pas en train de dire qu'un professeur de FLE au Portugal ne peut pas faire des projets de classe avec ses élèves. J'en ai déjà fait, j'ai publié quelques exemples sur mon blog, mais justement, c'est parce que j'en ai déjà fait que je suis consciente que ça prend du temps. Donc, tout dépend de la complexité du projet, tout dépend du temps qu'il va exiger. Le conseil que je vous donne, eh ben, c'est si c'est un travail plus complexe ou qui va prendre un peu plus de temps, eh ben, il faut privilégier justement le travail interdisciplinaire. Et une fois de plus, on pourra aller donc à la rencontre de tout ce que le ministère de l'Éducation nous recommande. Nous, tout seuls, dans notre salle de classe, avec nos 28 élèves, par exemple, eh ben, des activités simples. C'est tout à fait légitime parce que justement, comme Marcel Lebrun l'a dit, et je cite, il y a de multiples façons de faire la classe inversée.
Voilà, donc les activités simples, il faut tout de suite les proposer à distance, simples et courtes de préférence. Alors, qu'est-ce que je considère une activité simple? Regarder un document, une présentation, voir un document authentique, écouter un audio pour, par exemple, répéter et pourquoi pas enregistrer la voix et, bien entendu, comme je l'ai dit, prendre toujours des notes. Si l'activité elle est simple, eh ben, on aura, bien entendu, l'élève qui pourra, sans aucune difficulté, faire l'activité qu'on lui a proposée. Et donc, a priori aussi, garantir que l'activité qui va arriver en présentiel se fasse sans aucune difficulté. Alors, pourquoi courte? Tout simplement pour pas que les élèves décrochent. Si c'est trop long, ils abandonnent trop facilement. Alors moi, personnellement, quand je propose une activité en amont, je propose aussi, et je vous l'avoue, tout de suite 2 activités, 2 exercices autocorrectifs. Toujours un de compréhension orale et un de compréhension écrite. Oui, je travaille toujours à part égale ces 2 compétences et là, je suis bien entendu les recommandations du cadre commun européen de référence pour les langues. Alors, autocorrectif, ça permet bien entendu à l'élève d'avoir une première perception de ses acquis s'il fait l'activité. Parce que oui, il peut ne pas la faire parce que moi, je ne contrôle pas. Je considère que les élèves, ils doivent être autonomes, donc, et ils doivent eux-mêmes prendre conscience s'ils ont besoin ou pas de faire cette activité. Je vous avoue aussi, quand j'ai commencé, j'ai utilisé la plateforme Learning Apps, je ne savais même pas si elle me permettait justement de pouvoir accompagner ce travail à distance fait par mes élèves. Et donc, c'est quelque chose qui ne m'a pas préoccupée. Pourquoi? Parce que après, en présentiel, de toute façon, je ne vais pas proposer une activité qui va dépendre de ces 2 exercices que je leur ai proposés en amont. Et puis, vous savez aussi bien que moi, en classe, quand ils arrivent et quand ils participent à l'activité, on s'aperçoit parfaitement des élèves qui ont ou pas fait ce qu'on leur a proposé en amont. Si on leur propose une activité simple et de préférence ludique, surtout au départ, donc ils vont tout de suite comprendre l'importance de faire l'activité en amont. Oui, parce qu'ils ne veulent pas être exclus d'un jeu, comme vous devez certainement l'imaginer. Donc c'est beaucoup plus motivant de proposer des activités ludiques, surtout pour qu'ils s'adaptent et qu'ils s'habituent à cette idée de temps en temps faire de la classe inversée. Alors là, la motivation, vous le savez très bien, beaucoup de pédagogues considèrent que c'est la clé du succès, donc je n'invente rien. Au contraire, je considère qu'il est important de vous partager avec vous donc une étude qui parle justement des 3 leviers de la motivation. Apparemment, quand nos élèves doivent faire une activité, ils se posent toujours 3 questions. Et on nous demande toujours de ne pas les oublier. Donc, la première question, elle a à voir avec le sens de l'activité. L'élève se demande toujours, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je fasse des efforts? Donc, est-ce que l'activité qu'on va proposer, elle va être fastidieuse? Deuxième question, le sens de la compétence. Suis-je vraiment capable de réussir cet exercice? Oui, il faut faire très attention à la difficulté. Les élèves, s'ils se heurtent constamment à des difficultés, très vite, ils décrochent et ils abandonnent l'apprentissage de cette nouvelle langue. Donc, moi, j'estime que quand il arrive à cette phase d'application, les exercices, ils doivent être faciles. Donc, il ne peut pas sentir beaucoup de difficultés. Finalement, la 3e question, elle est en rapport avec la possibilité d'influer. M'est-il possible de m'exprimer dans cette activité? Quand on a 28 élèves, il faut très bien voir si l'activité qu'on va proposer va permettre la prise de parole de tous. Et là, moi, je vous avoue que c'est le collaboratif, la solution que je trouve. Indirectement ou directement, il finira toujours par voir que ce qu'il a fait, ça a été partagé avec le reste de la classe. Donc, il ne va pas se sentir exclu, l'élève. Voilà. Donc, si il y a de la motivation, il y aura forcément beaucoup plus facilement des interactions entre eux.
que ce soit en binôme, que ce soit en petits groupes, que ce soit toute la classe d'une seule fois. Et donc, l'activité qu'on va leur proposer, elle va se concrétiser apparemment, bien entendu, avec succès. Et cette phase d'application, donc, elle sera, si elle est avec succès réalisée, elle sera positive et donc, elle permettra plus tard que la phase de production, que ce soit en présentiel, que ce soit à distance, elle se fasse aussi de façon beaucoup plus efficace. Surtout si vous leur proposez, par exemple, des petits mini-défis en collaboratif. Voilà, donc j'arrive à la fin de cette première rencontre. J'espère avoir été claire donc, dans la présentation de notre perception de la démarche de la classe inversée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Donc, notre adresse, elle s'affiche maintenant sur vos écrans. On sera ravis de partager, bien entendu, avec vous. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous pour notre prochaine rencontre. Mathilde et moi, on sera donc là pour vous proposer des activités et aussi des ressources prêtes à l'emploi pour la classe inversée. Merci et à très bientôt, je l'espère.